Donc Jean-Louis Cohen ne se contente pas de nous inviter aujourd'hui de clore ainsi les 8 années qu'il aura passées au collège. Il va également nous proposer un parcours rapide mais néanmoins très érudit, dont il a le secret, sur le sujet qui nous occupe, les rapports entre architecture et littérature. Merci Guillemette. Je voudrais, en ouvrant cette journée, exprimer ma gratitude envers les participantes et les participants à cette conversation privée dans les salles du collège, publique au travers de sa diffusion sur les réseaux. Je suis heureux de vous accueillir dans cette salle numéro 2, à défaut de le faire dans l'emblématique amphithéâtre Marguerite de Navarre, encore fermé pour quelques jours. Je remercie aussi toutes celles et ceux qui sont de ce fait contraints à suivre nos échanges par le truchement de leurs écrans, une habitude désormais inévitable, et je le crains pour longtemps, sinon pour toujours. Le programme d'aujourd'hui est le point d'aboutissement du cours que j'ai consacré cette année à l'interurbanité, en d'autres termes, à la relation entre les formes urbaines, cours dans lequel la théorie littéraire a été sans doute imprudemment mise à contribution. Il clôt ce programme, du même fait 8 années d'enseignement, qu'ouvrit en 2004 une leçon inaugurale dans laquelle j'avais avancé quelques idées à propos de la relation entre l'écrit et le bâti. Dans les cours qui se sont succédés en ces lieux, je n'ai eu de cesse de considérer les intersections entre les livres, les édifices et les villes, presque dans chacun de mes cours, passant de l'architecture du XXe siècle en France à l'américanisme russe, au programme de la France de Vichy et en scrutant la production spatiale et scripturale de Le Corbusier et de Mies van der Rohe. Je ne poursuis pas, et je m'arrête ici dans cette veine auto-célébrative qui risquerait de transformer mon propos en un simulacre de leçon de clôture, et je reviens au thème de la journée. Sans faire mine de découvrir les interférences entre littérature et architecture, dont les multiples manifestations ont été observées depuis longtemps, de même que les collisions, ici une analogie empruntée à la physique des particules, de même que les collisions entre particules élémentaires dans un accélérateur nucléaire sont détectées dans des chambres à bulles ou étincelles. Donc beaucoup de collisions, beaucoup de détecteurs. Parmi les apports récents, j'évoquerai les contributions très diverses rassemblées par Anne Roche, Guillemette Morel-Journel et Agnès Verlet en 2017 pour le numéro « Écrire l'architecture » de la très vieille revue Europe, dont 3 auteurs sont présents ici, Guillemette, Frédéric Villemur et moi-même, ainsi que 2 des écrivains scrutés par d'autres auteurs, Thomas Clerc et Jean-Christophe Bailly. Vient aussi à l'esprit l'ouvrage « L'architecte à la plume », publié par Emmanuel Rubio et le regretté Yanis Tsiomis en 2019, dont le spectre plus étroit se limite aux architectes, pincés, si je puis dire, pincés dans leur posture d'écrivain, s'il m'est permis de le dire, avec Roland Barthes. De respectables institutions parisiennes se prennent au jeu. Le pavillon de l'Arsenal a orchestré en 2020 avec Libération la production de courts-métrages rendant compte du Grand Paris des écrivains, programme auquel Thomas Clerc a contribué. De son côté, la Société française des architectes a lancé plusieurs concours d'écriture à l'enseigne « L'architecture à la lettre, un lieu, un texte ». Derrière ou dans ces programmes apparaît une génération d'auteurs attentifs à ce qu'il est convenu d'appeler l'environnement bâti, terme englobant à la fois l'architecture, la forme urbaine, le paysage et les territoires. Mon sentiment qu'aucune étude qualitative fiable ne vient étayer, je l'avoue, est que si les villes et leurs espaces capturent l'attention de ces auteurs, il en va rarement de même pour les édifices. Je n'ai pas trouvé le pendant architectural du propos de Marguerite Yourcenar, qui écrivait dans les Mémoires d'Adrien, je cite, « Construire, c'est collaborer avec la terre, c'est mettre une marque humaine sur un paysage qui en sera modifié à jamais, c'est contribuer aussi à ce lent changement qui est la vie des villes. »
deux exemples, parmi les publications récentes, Le Grand Paris d'Aurélien Bélanger relèverait plutôt du premier genre, donc cette littérature sensible aux villes et à leur transformation, alors que La Grande Arche de Laurence Cossé illustrerait le second, plus en vérité autour de l'architecte d'Otto von Spreckelsen qu'autour de l'édifice lui-même. Quelques rares architectes, ne l'oublions pas, sont devenus des écrivains, terme dénotant selon Barthes une fonction et non pas une activité comme celle de l'écrivain. Viennent à l'esprit Siegfried Kracauer, Max Frisch, Michel Bataille, ou plus récemment Paul Andreu, auteur de près de 10 ouvrages à vocation littéraire. Je ne connais en revanche guère d'écrivains qui soient devenus des architectes, même si beaucoup ont pu dépasser leur rôle de client ou de maître d'ouvrage, le terme juridique, pour se transformer en prescripteurs intervenant dans la conception de leur demeure. Et c'est pour nous mettre en jambe sur ce corpus que je voudrais m'arrêter brièvement. Un type idéal de cette attitude des écrivains bâtisseurs et critiques d'architecture est celui de Goethe, dont le premier ouvrage, Von Deutscher Baukunst, publié anonymement en 1773, fut consacré à la cathédrale de Strasbourg, avant qu'il ne s'engage au siècle suivant pour l'achèvement du chantier du dôme de Cologne. Sa Gartenhaus à droite, sa maison dans le jardin de Weimar, devint, dans la première moitié du XXe siècle, avec sa forme simple, ses détails linéaires et son toit très pentu, le paradigme de l'architecture élégante et modeste édifiée au début du XIXe siècle. Célébrée dans un livre à succès de Paul Mebus, intitulé Autour de 1800, elle inspira les traditionalistes modernes comme Heinrich Tessenow ou Paul Schmittener, tant pendant la République de Weimar que sous le Troisième Reich. Il en fut bien autrement pour Curzio Malaparte, dont la maison à Capri, sanctifiée par le tournage du Mépris de Jean-Luc Godard, fut longtemps attribuée à l'architecte romain Adalberto Libera. Et le dévoilement du fait que Malaparte en avait été le concepteur fut un choc violent pour la communauté architecturale italienne, romaine en particulier. Grâce aux recherches de Marie da Talamona, qui disposait de sources inexplorées, il est apparu en effet que l'écrivain avait métamorphosé le projet initial de Libera et en avait fait le sien. L'édifice devint, selon ses propres mots, très beau, bel énoncé, un portrait de pierre qu'il réalisa en conduisant les travaux du maçon Adolfo Amitrano. Il rapporte: c'est avec une crainte respectueuse que je me suis mis à la tâche, aidé non par des architectes ou des ingénieurs, sinon pour les démarches légales, le permis de construire, mais un simple maçon, le plus intelligent, le plus intègre que j'ai jamais connu. Et les travaux, poursuit Malaparte, ont continué jusqu'à ce que peu à peu la maison commence à sortir de la roche qu'elle épousait et, prenant forme, se révèle comme la demeure la plus hardie, la plus intelligente, la plus moderne de Capri. Le cas de Malaparte est assurément exceptionnel. Il ne fut cependant pas seul dans sa recherche d'un ermitage propice à la pensée et à l'écriture en s'engageant dans sa réalisation. Un exemple antérieur est celui d'Émile Zola, dont le père était ingénieur hydraulicien, qui conçut lui-même, Émile, les extensions de la petite maison qu'il avait achetée en 1878 à Médan, sur les rives de la Seine, extension réalisée par le maçon du village, Alphonse Burneron, donc un autre couple écrivain-maçon, un autre couple fécond. Ces extensions comprennent 2 tours, l'une au plan carré surnommée Nana, l'autre au plan en octogone oblong porte le nom de Germinal. Sans doute faut-il y voir l'indice de l'emploi, du sage emploi des droits d'auteur générés par ces 2 romans. L'intérêt de Zola pour l'architecture ne fait pas de doute. Il a bénéficié, on le sait, à la lecture de ses carnets d'enquête, des conseils de Franz Jourdain, futur auteur de La Samaritaine, pour écrire Au bonheur des dames et d'autres récits. Ce sera d'ailleurs à Jourdain qu'il reviendra de construire la dernière demeure de Zola, son très beau monument funéraire au cimetière de Montmartre.
La tour Nana, avec son toit terrasse et sa grande baie vitrée semblable à celle des ateliers d'artistes parisiens, s'inscrit dans la perspective du rationalisme naissant, sans pour autant refléter les propos prophétiques sur le futur de l'architecture, dont le héros d'un roman de Zola, l'œuvre, le peintre Claude Lantier, pense, je cite Lantier selon Zola, l'architecture dont Lantier pense qu'elle ne devrait être qu'un art de nécessité et de logique. Zola fait ainsi partie d'une cohorte d'écrivains qui, à la fin du XIXe siècle, s'intéressent à l'avenir de l'architecture. Je pense à Huysmans aussi. Alors, quelques années, pas si tard que cela, le jeune philosophe viennois Ludwig Wittgenstein, alors étudiant de Bertrand Russell à Cambridge, fit construire en 1914, donc 12 ans après la mort de Zola, à proximité du village norvégien de Skjolden, une maison de 3 pièces en bois avec un balcon surplombant le Lustrafjord et son nom plus calme que celle de la Méditerranée sur laquelle tombe le rocher de Massulo et la maison de Malaparte. Cette maison en bois fut réalisée par des artisans locaux et abrita Wittgenstein lorsqu'il écrivit, par exemple, dans les années 30, ses investigations philosophiques. Seules en demeurent aujourd'hui les fondations, tandis qu'une réplique, que vous voyez, a été dressée à proximité du village. Par la suite, Wittgenstein eut l'occasion de mettre en œuvre sa passion pour l'architecture avec ses contributions déterminantes à la construction très précise de la maison conçue pour sa sœur Margaret par Paul Engelmann, disciple d'Adolf Loos. Animé par un rigoureux sens du détail, Wittgenstein s'attacha à dessiner tous les détails des menuiseries métalliques et y prit tellement goût qu'il figura pendant plusieurs années dans l'annuaire des téléphones de Vienne en tant qu'architecte. Donc je m'inscris en faux contre ma propre déclaration selon laquelle il y a peu d'écrivains se définissent comme architectes. En voici en tout cas un, et pas l'un des moindres. Aucun écartèlement comparable entre vernaculaire et moderne. Dans le cas de Heidegger, philosophe pensant évidemment aux antipodes de Wittgenstein, son chalet de bois de Tod-Nauberg dans la forêt noire lui fut un refuge pendant les années du nazisme et après la guerre, après avoir été édifié selon les instructions de son épouse Elfriede sur le modèle des chalets de skieurs dont elle avait l'expérience. Il n'y a à ma connaissance nulle preuve de l'engagement de Heidegger dans sa conception ou sa construction. Mais si l'on se base sur les réflexions qui l'y conduisit sur l'habité et sur le sol et sur l'ensemble des métaphores spatiales, forestières et autres qu'il utilisa, il y a fort à parier qu'il avait eu son mot à dire sur son implantation. Il écrivit en 1925, je cite, « Je vis à nouveau ici au contact de la nature et du sol de mon pays Heimat, ici en allemand, et je sens, pour ainsi dire, comment les pensées en viennent à croître. » En 1928, Heidegger se fit construire une maison à Fribourg, dont l'écriture est celle du néo-traditionnalisme cher à Mebus, vaguement dérivé de la maison de Goethe. Il écrira sur la tension entre le chalet et la maison, affirmant, je le cite encore, « Tout germe et croît là-haut, dans le chalet, tandis qu'ici, dans la maison, les fruits tombent. » Nul doute que son expérience du chalet de Tod-Nauberg n'ait été déterminante dans la genèse de sa fameuse conférence de Darmstadt en 1951, « Bâtir, habiter, penser ». En tout cas, il avait intensément habité s'il n'avait pas directement bâti. Une autre expression de l'adhésion des écrivains à leur maison est fournie par la très cossue villa Arnaga, construite pour Edmond Rostand à Cambo-les-Bains par Joseph Albert Tourner, grand patron de l'École des Beaux-Arts, prétentieuse incunable d'un langage régionaliste qui triomphera après la Première Guerre mondiale. Ce rapport des écrivains à leur maison n'est pas toujours aussi fécond, quand bien même elle fait partie du corpus des œuvres d'architectes significatifs. Alexandre Dumas n'habita guère que 2 ans le château dit de Monte Cristo, construit à Port-Marly par Hippolyte Durand, plutôt spécialisé dans les programmes ecclésiastiques, assez vilaine demeure. Et quant à la villa Cossue, construite en 1907 par Louis Bonnier pour André Gide, dans la très exclusive villa Montmorency, au fond d'Auteuil,
elle ne semble pas avoir formé d'empreinte, à ma connaissance en tout cas, sur l'œuvre de l'auteur des Nourritures terrestres. Certains indices ont par ailleurs été déterminants dans l'œuvre d'écrivains à penchant prophétique. Le roman utopique Que faire du révolutionnaire russe Nikolai Tchernyshevsky est centré sur le rêve de l'héroïne Anna Pavlovna, qui voit dans un palais inspiré du Crystal Palace londonien un lieu salvateur. Crystal Palace que Zola photographia dans sa deuxième implantation pendant son exil consécutif, enfin lié à l'affaire Dreyfus à la fin du XIXe siècle. Exceptionnellement, et je pense que c'est sur ce thème que s'exprimera Yvan Jablonka tout à l'heure, la lecture structurale des édifices génère des œuvres que je considérerais comme étant isomorphes entre bâti et écrit. Panofsky a relevé, comme on le sait, la relation causale entre la dissertation scolastique et l'Église gothique, et c'est en quelque sorte une opération inverse qu'un ami de l'historien de l'architecture médiévale, du nom de Marcel Proust, qui avait traduit la Bible d'Amiens de Ruskin, déclara se lancer. Proust écrit dans une lettre de 1919, afin de répondre, écrit-il à l'avance, à la critique stupide qu'on me fait du manque de construction de mes livres, il répond « J'avais voulu donner à chaque partie de mon livre le titre Porche 1, vitraux de l'abside, etc., entendant montrer que le seul mérite est dans la solidité des moindres des parties. » Donc un fort isomorphisme ici. La relation en fausse symétrie des architectes avec les écrivains est au moins aussi complexe. Ils furent et sont tout d'abord des lecteurs, pour les plus alphabétisés d'entre eux, tous ne le sont pas. Frank Lloyd Wright avait Notre-Dame de Paris comme livre de chevet. Le Corbusier ne se séparait pas dans ses périples aériens de ses exemplaires de Rabelais et Cervantes, parfois soumis à d'étranges traitements, comme ce Don Quichotte relié dans la peau de son chien Pinceau, qu'il pouvait ainsi continuer à caresser en se remémorant Cervantes. Et Frank Gehry, qui a maintes fois évoqué ses lectures de Proust, prépare ce printemps une installation fondée sur Alice au pays des merveilles. Quant aux architectes des générations les plus récentes, il ne fait aucun doute à lire les épigraphes de leurs mémoires, pour les étudiants en particulier, et à scruter les inventaires des libraires spécialisés qu'ils ont consommés sans modération, des livres devenus totalement d'une grande banalité dans ce corpus, L'éloge de l'ombre de Tanizaki par exemple, ou Les villes invisibles de Calvino, cités jusqu'à la nausée. La relation entre les œuvres littéraires explicites dans la description de villes idéales ou d'édifices salvateurs et les projets architecturaux est illustrée par des cas notoires. La dette de la cité industrielle de Tony Garnier envers le roman de Zola, à nouveau Zola, Travail, dans lequel une communauté philanthropique prend les traits d'une agglomération nouvelle que Zola dessine sur ce croquis à droite. Cette liaison est d'autant plus explicite qu'elle est énoncée sur la façade des salles d'assemblée. Ici, citation créditée pleinement à Zola. L'inscription de fragments littéraires sur les éléments d'un projet ou d'un édifice, ici en l'occurrence, rapproche le Lyonnais du Berlinois Bruno Taut. Sur son pavillon des industries du verre à l'exposition du Werkbund de Cologne, Taut déploie en 1914 un florilège des aphorismes du poète Paul Scherbart, auteur de ce livre sur l'architecture de verre en 1914. Après la guerre, ces architectures alpines de Taut cristalliseront, au sens propre, les visions scherbartiennes d'un monde transformé par les vertus du verre multicolore. Ainsi réceptifs à certains textes, à vrai dire peu nombreux, les architectes sont captés à leur tour dans les œuvres littéraires, qu'ils en soient les héros ou les anti-héros. Dans The Fountainhead, autre titre fétiche des étudiants, Ayn Rand a narré les passions d'un rebelle, titre donné à la version française du film tiré de son œuvre par King Vidor. Le héros, Howard Rourke, est vaguement inspiré par Wright, dont Brendan Gill a retracé de son côté les aventures dans sa biographie romancée Many Masks, qui est une autre forme littéraire du rapport entre écrivain et architecte.
Ce sont des architectes bien réels qui apparaissent à l'occasion dans ces textes. Je pense au livre d'Evelyn Nesbit, qui a fait de Stanford White, un des grands architectes du New York des années 1900, White qui fut assassiné par un mari jaloux, un des personnages de son livre American Eve. Et Mathieu Garrigou-Lagrange va nous parler ce matin, dans quelques minutes, du brutaliste, personnage façonné à partir du scandaleux portugais Thomas Taveira. Je n'ai pas le temps de parler de la présence diffuse des architectes comme figurants dans nombre de romans, simplement une notation très opportuniste de conjoncture, exemple récent me venant à l'esprit à ce propos, celui du jet architecte André Vanier, qui apparaît au nombre des passagers de ce très problématique vol AF006 auquel Hervé Letellier a consacré l'anomalie. Je terminerai ce survol, si je puis dire, par mimétisme avec ce dernier livre, en mentionnant ces ouvrages particuliers que sont les récits autobiographiques des architectes, dont le spectre va du sublime au ridicule et retour. Je me garderai bien de situer sur cette échelle précisément ceux qui me viennent à l'esprit, The Autobiography of an Idea de Louis Sullivan et An Autobiography de son ancien dessinateur Frank Lloyd Wright, les mémoires abominablement auto-justificatives d'Albert Speer au cœur du Troisième Reich, qui est un monument en la matière, et dans la même veine, les mémoires de Fernand Pouillon, écrites à chaud après son évasion de la prison de la Santé, dont l'ouvrage le plus émouvant reste son récit de chantier, qui n'est pas en tant que tel une autobiographie, Les Pierres sauvages. On le voit ici à l'œuvre sur ce livre. Des réminiscences intimes à l'évocation poétique d'un lieu et au transfert du modèle structurel de l'édifice dans le champ littéraire, ce sont donc des figures multiples que nous nous attacherons aujourd'hui à détecter et à interpréter. Venons-en donc sans plus tarder au programme de cette journée, composé sans esprit de système, je tiens à le dire, je l'avoue, d'emblée, au fil des lectures, des rencontres et des amitiés, un programme qui promet la rencontre d'écrivains, puisqu'il y en a ici un certain nombre, et d'écrivants pour les autres, autour de ces échanges mystérieux entre lieux, édifices et récits. Nous allons donc passer à cette journée dans son déroulement plein. La séance du matin que va présenter Guillemette Morel-Journel est consacrée aux interventions de Mathieu Garrigou-Lagrange, de Marie Bardet, de Niklas Mack, qui malheureusement n'a pas pu nous rejoindre physiquement, mais s'efforcera d'être présent par le truchement de Zoom, cette mauvaise habitude inévitable. Enfin, Frédéric Villemur interviendra avant que nous tentions une conversation commune. Merci.